Michael Poron, bonjour. Bonjour. Je suis très heureux de te recevoir pour le podcast L'Étincelle, un podcast qui invite les auditeurs à regarder un peu plus, à voir le monde sous un autre angle. Aujourd'hui, je te reçois. Tu es journaliste au sein du journal Afrique 21. Auparavant, tu as collaboré avec l'hebdomadaire Jeune Afrique, puis tu collabores aussi avec Mediapart et Libération. Tu as écrit récemment les ambassades de la France-Afrique, l'héritage colonial de la diplomatie française, au sein de la collection Dossier Noir de survie chez Lux Éditeur. Donc c'est un éclairage par le bas que tu nous proposes. Ma première question concerne l'ouvrage. Qu'est-ce qui t'a poussé à mener cette enquête sur l'héritage colonial de la diplomatie française ? Alors, en fait, t'es pas le premier à me poser cette question et souvent je réponds par une anecdote assez simple, qui est que moi je viens d'un village où, en France, où le racisme, les questions de colonialité, toutes ces questions n'existent pas. Elles existent en fait quelque part, elles existent dans les comportements, dans les choses, etc. Mais en fait, on n'en parle pas et finalement, on n'y fait pas vraiment attention, etc. Et après, mon parcours étant journaliste, je me suis intéressé à la base ce que j'appelais moi les conflits de basse intensité. Donc je suis allé d'abord au Vietnam, etc. Et puis après, je suis arrivé en Afrique. Et en Afrique, de par mon travail, quand tu es journaliste français, que tu vas bosser dans les pays étrangers, en général, tu as des contacts avec la diplomatie française. Ça dépend des pays, c'est-à-dire les pays les plus chauds, évidemment, tu te mets presque sous leur protection, c'est-à-dire que t'es pas, disons qu'ils savent que tu es là et que s'il y a un gros problème, après il y a toute la machine diplomatique qui se met en route pour essayer de te sortir de ce problème. Mais sur l'Afrique, j'avais pas trop de problèmes, mais par contre, j'ai côtoyé beaucoup de diplomates français dans les pays dans lesquels je suis allé. Donc au départ, c'était le Sénégal, ensuite c'était l'Ouganda, ensuite c'était l'Angola, ensuite c'était d'autres pays de ce qu'on appelle l'ancien territoire colonial, etc. Et là, je me suis rendu compte que par rapport à ce que j'avais vu moi dans mes autres voyages, dans d'autres continents, qu'il y avait un comportement, en tout cas une manière d'être, qui était plutôt décomplexée, et plutôt étrange en fait, parce que encore une fois, je mettais pas les mots dessus, je comprenais pas vraiment. Est-ce qu'on parle de quoi on parle ? Pourquoi j'ai eu ce malaise en fait, ce malaise face à ce comportement. Et donc c'est en me questionnant sur ce malaise, et puis après m'est arrivé des affaires. Quelques affaires, mais des affaires qui sont pas spécialement franco-africaines, qui sont d'ailleurs plutôt franco-françaises, qui sont des affaires finalement de harcèlement au sein des chancelleries, harcèlement sexuel, harcèlement moral, etc. Et ma première affaire que je sors, c'est en 2018, sur un ambassadeur en Centrafrique qui a une plainte aux fesses pour harcèlement sexuel. Et donc je commence à enquêter dessus et je sors l'affaire. Et je me dis, bon, c'est une affaire franco-française d'harcèlement dans une administration française, il y en a plein d'autres, etc. Et puis j'ai une deuxième affaire sous le coude qui va mettre du temps à sortir, parce que je crois que je l'ai sortie en 2020 ou 2021, qui est celle de l'ambassadeur de France en Côte d'Ivoire. Je la sors à Mediapart et l'ambassadeur est rappelé, et donc voilà. Et donc aujourd'hui on dit c'est le tombeur de l'ambassadeur de France en Côte d'Ivoire. Mais globalement je dis tiens, quand même ça fait 2 affaires en Afrique, sur mon territoire, entre guillemets. Mon territoire, c'est-à-dire le lieu où je travaille tous les jours, sur lequel j'enquête, pour lequel je m'intéresse et tout. Et en même temps ça correspond aussi à ce que j'ai vu. Et donc c'est les premières pages du livre où je raconte cette scène qui n'était pas du coup sur un territoire anciennement colonisé, qui était l'Angola, mais ces jeunes diplomates qui se lâchent. Comportement décomplexé. Comportement décomplexé, où je raconte qui vomissent, etc. Et dans une boîte de nuit, etc. Enfin bon, c'est un comportement assez... En fait, t'as le droit d'être expatrié et de faire la fête et comment dire, d'aller en boîte de nuit, puis peut-être d'être malade et de vomir dans une boîte de nuit. C'est une chose. Le problème, c'est que ces gens-là, quand même, représentent la France. C'est-à-dire qu'en fait, ils ont quelque part une autorité assez symbolique qui est
qui représentent les Français à l'étranger. Et donc là, je me suis dit, il y a un problème. Il y a un problème, c'est que il se permettrait probablement pas ça à New York, probablement pas dans d'autres pays, mais par contre dans les anciennes colonies françaises en Afrique, ils ont tendance quand même à oublier qu'ils ne sont pas en territoire français, qu'ils ne sont pas aux États-Unis, qu'ils ne sont pas... Bref, pourquoi ils se permettent ça en Afrique? Et petit à petit, j'ai eu beaucoup de signalements, etc., suite à mes premières enquêtes et mes premières révélations, et je me suis rendu compte qu'il y avait juste un problème de perception de l'Afrique. Alors évidemment, de manière générale, c'est-à-dire après, hop, ça m'a ramené au fait que je suis français, qu'en France, on a une perception de l'Afrique qui est assez biaisée et assez coloniale. Mais du coup, moi, j'ai dit, ok, donc là, j'ai lu beaucoup, etc. J'ai rencontré beaucoup de gens, Françoise Vergès et beaucoup d'autres chercheurs, etc. Et puis, à un moment donné, je me suis dit, ok, c'est un fait, les Français, on a une vision, une perception de l'Afrique coloniale qui n'est pas décolonisée, en fait, dans nos esprits, dans notre manière de faire. Mais, du coup, quid de ceux qui nous représentent? En fait, du coup, quelque part, je cherche pas des excuses, mais finalement, quand on est touriste à Madagascar, français, ou au Sénégal, quelque part, je cherche pas des excuses, mais s'ils sont comme moi, qui viennent d'un village où ils n'ont jamais été confrontés à ces problématiques de race et de décolonialité, bon ben voilà, ils se comportent comme on leur a dit quelque part, de manière sous-jacente de se comporter. Mais les diplomates, c'est autre chose. Les diplomates nous représentent. Et on les paye pour nous représenter. Et je me suis dit, ces gens-là, je serais pas fier, enfin, si les Français savaient comment on les représente dans ces pays-là, bah moi je serais pas fier, franchement, de ces diplomates. Et donc, du coup, j'ai commencé à enquêter là-dessus. Donc, d'abord les problèmes de mœurs, et puis ensuite les problèmes aussi de comportement politique, c'est-à-dire plus largement, ce que je raconte aussi dans l'introduction, c'est-à-dire derrière ce comportement de mœurs, je raconte un comportement politique qui est cet ambassadeur de France au Cameroun qui tous les mois vient faire un petit topo avec le président Paul Biya au Cameroun. Des grandes cérémonies. Voilà, ouais. Et quand il sort, eh ben il y a la télévision nationale et il fait un point presse, ok. Et là, du coup, c'est là où je parle de la vision par le bas. Je me dis, et inversement, si l'ambassadeur du Cameroun en France venait faire un point tous les mois à l'Élysée avec Emmanuel Macron et se posait sur le parvis de l'Élysée et faisait une conférence de presse auprès de la télé nationale française, est-ce que c'est quelque chose qu'on verrait? Pas forcément. Non. Et c'est là où je parle d'asymétrie, c'est-à-dire d'asymétrie des pouvoirs, d'asymétrie des relations, où effectivement l'ambassadeur de France, au final, dans ses anciennes colonies, a un pouvoir très particulier, et qui est héritier, bien sûr, de la colonie, d'où le titre Les ambassades de la France-Afrique et l'héritage colonial de la diplomatie française. Tu parlais du fait que, tu consacres tout un parti notamment sur l'ivresse et sur les comportements et les mœurs de ces diplomates, mais il y a aussi toute la partie aussi où tu t'intéresses notamment aux relations d'affaires, à la question des VRP. Comment en fait la France à l'issue de la décolonisation va justement tisser, notamment à travers Focard, son réseau, comment elle va passer d'administration coloniale à faire en sorte que ces ambassades-là puissent être un relais d'influence et d'affaires, et en quoi ça participe à ce sentiment aussi anti-français de perpétuation. C'est ça. C'est-à-dire, en fait, ce qu'on dit souvent, c'est que la France est partie sans partir. Mais en fait... je cite même une phrase de Focard. Oui, bien sûr. En fait, ta question est intéressante. C'est qu'en fait, la France-Afrique, en fait, telle qu'on l'entend, souvent, on la décrit de palais à palais, c'est-à-dire par le haut, c'est-à-dire l'Élysée, les palais présidentiels, la grande politique, on va dire. La grande politique géostratégique, etc.
Et puis en dessous, on a les affaires un peu plus sombres, Focard, qui était l'espèce de relais entre les renseignements généraux, ou en tout cas les services secrets, et puis encore une fois l'Afrique, les anciens territoires. C'est-à-dire qu'en 1960, tu as les indépendances de l'Afrique, qui sont pas vraiment des indépendances comme on l'entend, c'est-à-dire qu'elles se font de manière négociée, et puis on place à la tête de ces pays des pays clés, Gabon, c'est encore le cas aujourd'hui, Congo, Sénégal, etc. On place des gens finalement qui sont plutôt pro-français, Côte d'Ivoire, etc. Houphouët-Boigny, d'ailleurs, ne voulait même pas de la décolonisation. Senghor était un pro-français. Oui, il y a une belle exposition au Quai Branly. Chers auditeurs, allez le voir, mais y aller, faut avoir un peu de critique aussi sur ce personnage qui est un très beau poète, mais qui est un homme de la France-Afrique. Et donc, Focard va s'atteler à essayer de garder une certaine influence de la France dans ces territoires. Et une des manières, c'est-à-dire qu'officiellement, politiquement, ces territoires sont indépendants. C'est-à-dire qu'en fait, tu as donc a priori un président, d'ailleurs qui loge dans les anciens palais de gouverneurs des colonies françaises, etc. Mais bon, ils sont indépendants a priori. Il y a des élections, a priori, c'est l'indépendance surfacique. Et en fait, il y a une manière aussi de garder cette influence, c'est l'économie. Et on se rend compte à travers certaines affaires, notamment les affaires très connues comme Elf au Gabon, etc., que finalement l'intérêt français n'était pas tant politique. Il était politique bien sûr parce que sur la scène internationale, si la France existe encore comme grande nation internationale, c'est parce qu'elle a de l'influence sur ces territoires. Mais il y avait cette notion économique. Et au départ, c'est très insidieux. On a quelques diplômes, mais finalement ça se voit pas parce que au sortir des années 60, il n'y avait pas d'ambassadeur de France dans les colonies, les anciennes colonies françaises. D'abord, c'est les héritiers, vraiment, les ambassadeurs de France dans les anciennes colonies françaises, c'est des héritiers des gouverneurs ou des administrateurs coloniaux. Donc en fait, il y a cette filiation qui fait que, d'ailleurs, on le voit dans les archives, c'est-à-dire qu'en fait, on change juste le nom, en fait, monsieur l'administrateur, et puis après c'est monsieur l'ambassadeur, monsieur le représentant, et ensuite monsieur l'ambassadeur. Et en fait, du coup, eux vont s'atteler à faire en sorte que les intérêts français économiques perdurent, et donc en fait, moi ce que je les appelle comme finalement c'est VRP. C'est des VRP, c'est la finalité, c'est-à-dire qu'il y a une politique décidée à Paris, puis eux finalement sont là pour l'appliquer. Bon, alors ça marche dans les années 60, 70, on se souvient de toutes les affaires, Bokassa, les diamants, enfin voilà. Puis même plus récemment, tu as parlé aussi, il me semble, sur Afrique 21 aussi, de Perenco. Et... J'y allais, donc voilà, et on se dit ça va se terminer, et en fait ça se termine pas. C'est-à-dire qu'en fait, ces intérêts sont toujours, jusqu'à même plus que récemment que Perenco. Perenco, c'est donc un pétrolier français qui a toujours ses affaires au Gabon, qui a racheté notamment les puits de pétrole de Total qui appartenaient avant à Elf. Enfin, on est dans une vraie continuité. Mais jusqu'à très récemment, en Ouganda, toute la polémique autour d'ICOP, ce fameux oléoduc, et ce fameux forage de pétrole en Ouganda qui va certainement détruire la nature et le parc naturel là-bas, bref, a été soutenu par l'ambassade de France. Donc en fait, on a des ambassadeurs qui sont là pour préserver, soutenir, voire proposer des solutions aux acteurs économiques français de continuer à piller, ou en tout cas avoir des intérêts dans cette partie de l'Afrique, etc. Et il s'est passé un truc, c'est que cette diplomatie parallèle dont on ne parlait pas, donc on a parlé de Focard, etc., mais à un moment donné, on a parlé de diplomatie économique. Alors ça, c'est hyper intéressant parce que quand on parle de diplomatie, normalement, la diplomatie, c'est d'abord de la politique. C'est-à-dire, c'est comment un pays est représenté et comment il se représente auprès des autorités d'un pays dans lequel il est missionné. En tout cas, dans lequel il a un représentant. Et puis, on parle de diplomatie culturelle.
Alors là, on commence à se dire, c'est quoi la diplomatie culturelle? Bon, ok. Donc en France, on comprend, c'est la francophonie, c'est-à-dire c'est la langue française, et à travers un tas, moi j'appelle ça les métastases de la diplomatie, donc l'Institut français, l'AFD, l'Agence française de développement, enfin il y en a un paquet. Et puis, d'un seul coup, on a entendu, il y a la diplomatie militaire. Donc là, mon collègue Rémi Carayol sur Barkhane pourra en dire plus que moi, mais et puis d'un seul coup, on a aussi la diplomatie économique. Qu'est-ce que c'est la diplomatie économique? C'est ça en fait. C'est ces fameux diplomates qui vont œuvrer pour stabiliser, voire augmenter les parts de marché des acteurs économiques français en Afrique. Et qu'est-ce qu'ils font sur ces territoires africains? Ils profitent bien sûr de leur histoire française en Afrique. Et aujourd'hui, c'est quasiment systématique, c'est-à-dire que ceux qui ont été diplomates, ambassadeurs de France dans certains de ces pays, comme en Côte d'Ivoire, etc., ils font ce qu'on appelle du pantouflage. Et le pantouflage, c'est quoi? En fait, c'est CMA-CGM qui embauche l'ancien ambassadeur de France en Côte d'Ivoire pour privilégier ses entrées auprès du pouvoir ivoirien pour avoir accès aux ports. Et on sait que les ports, c'est une importance stratégique pour tout transporteur maritime. Voilà, effectivement, c'est une partie à laquelle je consacre une partie là-dessus, sur le pantouflage. Et en Afrique, c'est spécifique, parce que, évidemment, ils ont leurs entrées faciles, en fait. Et donc ça, c'est aussi l'une des causes, en fait, de sentiments qui crée, puisque en fait le fait que aujourd'hui les ambassadeurs, les diplomates soient en réalité des VRP sur la partie économique, ça empêche aussi l'économie en fait de se développer dans les pays des anciennes colonies. Alors je sais pas si ça empêche, parce que en fait quelque part il y a, s'ils le font et qu'ils continuent de le faire, c'est qu'il y a aussi une certaine acceptation locale par rapport à ça. Et moi je parle souvent finalement d'alliances stratégiques entre les élites. C'est-à-dire que les élites africaines qui ont des intérêts avec la France, ils ont tout intérêt à ce que tout ça se perdure. Donc j'essaie d'être équilibré, de dire que la France joue son jeu, qui est son jeu d'influence, etc., comme l'Angleterre, les États-Unis, etc. Et puis en face, t'as quand même des pouvoirs africains, des leaders africains qui pourraient très bien décider de marcher avec d'autres, et qui décident finalement de marcher avec la France parce que c'est simple, c'est facile, et finalement il y a, comme dirait Emmanuel Macron, une histoire d'amour, qui n'est pas une histoire d'amour, évidemment, c'est d'abord une histoire de guerre, enfin de colonie, quoi, de guerre coloniale. Mais donc du coup, il y a, alors est-ce que le fait que les ambassadeurs pantoufles empêchent certains acteurs locaux peut-être d'émerger? J'en suis pas sûr. En tout cas, ça fait partie des freins. Voilà, on est dans un environnement où si tu d'ailleurs jusqu'à très bas, c'est-à-dire quand tu discutes, moi je raconte l'histoire d'un cuistot qui est donc embauché au consulat de Côte d'Ivoire, et donc lui il a été viré comme un malpropre. Mais en fait, à la base, lui, il te raconte que s'il a voulu aller bosser pour eux, c'est parce qu'il pensait qu'il y avait peut-être des facilités aussi, tu vois, d'accéder à un visa, et peut-être même d'avoir une formation en France qui lui permettrait d'être un vrai cuistot, pas un vrai cuistot, mais d'acquérir des choses qu'il pourrait pas acquérir en Côte d'Ivoire. Donc en fait, je pense qu'à un moment donné, tout le monde marche un peu dans la combine, mais en fait c'est une mauvaise combine, parce qu'en fait, en réalité, la France, elle aurait plutôt intérêt à former ce cuistot en Côte d'Ivoire avec des chefs français qui viennent, et qui éventuellement, s'il a envie d'apprendre la cuisine française, mais surtout d'apprendre à être un bon cuistot ivoirien, et basta. Mais le pantouflage est juste une chose qui, à mon avis, est simplement personnelle et très lié... c'est carriériste, quoi. Carriériste, exactement, lié au fait de... Qu'est-ce que je vais faire après ma retraite? J'ai un carnet d'adresses, je le vends au plus offrant. Ok. Et tu parlais justement du fait que la France, elle aurait tout intérêt à former des personnes, à leur transmettre des compétences. Et c'est aussi un peu ce qu'on a vu. Tu évoques au début le Mali, avec ce qui s'est passé, la fuite de l'ambassadeur qui s'est fait chasser, et puis tout simplement le retrait de la France. Et
l'une des choses qu'on remarque notamment dans ton voyage, c'est le fait que la France était là sur le plan antiterroriste, mais pas là sur le plan social et pas là pour lutter contre la corruption, a même contribué. Est-ce que ça aussi, ça participe justement à cette hostilité aussi de la France ? Alors, sur cette question malienne et cette question Sahel, quelque part, parce qu'on voit maintenant c'est le Burkina Faso, enfin voilà. C'est très intéressant ce que tu racontes, c'est que, enfin ta question, c'est que en fait, à un moment donné, alors là c'est particulier à cette région et c'est particulier à l'intervention de l'armée française avec Serval en 2011. C'est que 2011 ou 2012, parce que t'avais... Sarkozy, tu disais que Sarkozy l'avait déjà envisagé, et je crois Hollande... Oui, au final c'est Hollande qui envoie. En fait, non, il y avait un plan militaire, etc., mais ça, Rémi Cariol en parlerait mieux que moi. Okay. Mais ce que je veux dire par là, c'est qu'effectivement, à partir du moment où les militaires arrivent sur place, il y a des guerres, parce qu'une chancellerie, à l'intérieur, vous avez l'ambassadeur, vous avez aussi l'attaché de défense, vous avez aussi les renseignements généraux français, ils ont un représentant, vous avez l'attaché économique, bref. Et à un moment donné, il y a des intérêts qui peuvent ne pas être d'accord, etc. Normalement, le rôle de l'ambassadeur, c'est de faire de faire une marmite avec ça et de rendre compte à Paris d'un résumé un peu de tout ça. Et effectivement, au Mali, l'ancien ambassadeur au moment de l'intervention française qui était là, Rouillé, me raconte et me dit, bah voilà, moi j'étais pas d'accord avec les analyses militaires. C'est-à-dire, on dit que grosso modo on est intervenu au Mali parce que les djihadistes fondaient sur Bamako. C'est le récit. Ouais. Et en fait, on se rend compte que lui il dit peut-être que Bamako, au final, était la finalité du truc, mais moi, je n'avais aucune information qui permettait de dire qu'ils allaient sur Bamako. Et donc, j'en informe Paris. Et là, il y a tout un truc, c'est qu'à Paris, ils avaient déjà prévu leur intervention. Donc, non, il faut quand même avoir un bon récit, quoi. Il faut faire peur. Donc, on a dit, ils descendent sur Bamako, on y va. Bref, Rémi Cariol en parlera encore une fois mieux que moi, mais donc, cet ambassadeur avait quelque part une vision équilibrée de la chose. Il disait simplement, je ne suis pas d'accord avec les militaires. Les militaires sont arrivés, et d'un seul coup on est arrivé à un basculement où la diplomatie politique, c'est-à-dire cette diplomatie qui peut justement juger, sous-peser, dire voilà, il y a des besoins dans l'État, ce n'est pas qu'une question militaire, c'est une question sociale aussi, enfin, en tout cas avoir un discours à peu près équilibré sur la situation du pays, se fait complètement évincer, rouillé et viré, et on met à la place Gilles Huberson, qui est un proche des militaires, et donc du coup qui va épouser totalement la cause militaire, et qui ne va rien faire d'autre. J'ai une anecdote comme ça, où une volontaire internationale qui s'occupait des droits de l'homme vient le voir et lui dit voilà, moi je travaille sur les questions de droits de l'homme et sur les questions de développement, et Gilles Huberson lui dit on s'en fout, ce n'est pas le plus important. Donc voilà, donc on a tout compris, quoi. Donc voilà, il épousait complètement la thèse des militaires, et puis d'ailleurs derrière lui il y a eu une ambassadrice de corps, Evelyne de Corps, qui pareil dit mais c'est pas possible, on a des gens qui arrivent, des officiels français qui arrivent au Mali, qui ne sont pas annoncés, qui ne sont pas enfin il y a plus de protocole en fait, c'est devenu un territoire français, enfin le mec arrive et tout, puis donc elle dit non mais attends, il faut respecter un certain protocole, etc. Elle s'est fait virer, c'est-à-dire qu'on a considéré qu'elle ouvrait trop sa gueule, et donc on a dit ben en fait non, en fait aujourd'hui c'est les militaires qui font la loi, et on lui a dit enfin dans la presse c'est sorti qu'elle avait des problèmes avec les militaires. Elle n'avait pas de problème avec les militaires. Le truc, c'est qu'elle a dit aux militaires en privé qu'il fallait respecter un certain protocole, et ensuite les militaires n'étaient pas contents, ils l'ont sorti, ils ont fait fuiter, et elle s'est fait virer. Et très largement, sur le Mali, à un moment donné, la France a viré tous les coopérants, tous les gens qui bossaient sur l'État, qui essayaient de, grosso modo, de faire en sorte que l'État existe encore, alors que la diplomatie militaire disait non, il faut d'abord tuer les djihadistes. Ben en fait, on a vu ce que ça a donné. C'est-à-dire qu'en fait, on a eu un État défaillant avec un président IBK, Ibrahim Boubacar Keïta, qui s'est fait renverser par des militaires, qui était l'homme de la France mais qui ne tenait pas la route. Enfin voilà,
on a mis de côté complètement toutes les autres questions. Il y en a d'autres qui sont partis du Quai d'Orsay depuis qui le disent, Nicolas Normand, Laurent Bigot, etc., qui disent clairement que le problème était certes militaire à un moment, mais à un moment donné, c'était pas la seule question. La question était aussi l'État. Donc, c'est là où, normalement, la diplomatie française, culturelle, économique, etc., aurait dû jouer un rôle. Elle n'a pas joué un rôle, elle a été complètement dépassée par la diplomatie militaire. Mais là, il n'y a pas aussi une sorte de perte de puissance, parce que tu parlais au début de l'ouvrage, notamment avec cette capacité que la France elle a de faire et défaire un peu les dirigeants. Par exemple, quand il y a eu Laurent Gbagbo et l'affaire avec Ouattara aussi, cette capacité de la France à placer, puisqu'au final Ouattara était un peu aussi poussé par la diplomatie française. Comment ça se fait que justement il y a une sorte un peu de perte de puissance, on a l'impression, de cette capacité c'est ta capacité à la France de se projeter, ou en tout cas de le faire dans le bon sens, de se projeter dans le bon sens pour... Alors oui, il y a deux questions dans ta question, entre guillemets. La première question, c'est est-ce que la France est en perte de puissance ? Bon, moi je suis pas complètement d'accord avec... je veux dire, ceux qui disent oui, je m'inscris pas totalement là-dedans. C'est-à-dire que je pense qu'effectivement ils perdent un petit peu sur certains terrains, mais continuent d'exister sur beaucoup d'autres terrains. D'ailleurs on le voit, Emmanuel Macron va faire une tournée en Afrique. Il va aller où ? Il va aller au Gabon, au Congo, bref. Il a reçu à Paris Mahamat Idriss Déby Itno, le fils du président qui a été tué. Bref, on est quand même dans une perpétuation de la chose france-africaine, donc je pense pas. Après, il y a quelques pays, le Burkina, le Mali, mais c'est intéressant parce que finalement c'est deux pays qui historiquement ont toujours eu pas mal de recul avec la France. Le Mali, Modibo Keïta, Burkina Faso, Sankara, etc. On est quand même dans des pays qui ont ont une espèce de vision historique du panafricanisme et de la souveraineté et du décolonial assez importante en fait. Donc je pense que c'est pas anodin en fait de mettre les marqueurs sur l'histoire de ces pays par rapport à la France. Maintenant, donc la perte d'influence, et puis l'autre question que tu me posais était pourquoi ils perdent cette influence, c'est ça ? C'est ça. Alors, en fait, par exemple, si on prend sur le cas du Mali, justement, on parlait du fait qu'il y avait des enjeux économiques et sociaux. La France avait peut-être tout intérêt justement à accompagner le Mali sur ces enjeux socio-économiques, et elle l'a pas fait, quoi. Non, elle l'a pas fait parce que justement t'as mis le point intéressant sur le côté économique. Au Mali, il n'y a pas d'intérêt économique de la France, en fait. En fait, les intérêts économiques qui sont au Niger, c'est l'uranium. Au Mali, il n'y a quasiment pas d'intérêt économique. Il y a de l'or, il y a tout ça, mais en fait, c'est même pas des Français qui l'exploitent, tu vois. Même avant l'intervention française. Donc, en fait, il n'y avait pas vraiment d'enjeu économique. Je pense que c'était plus un enjeu d'influence régionale. Plutôt politique. Un peu symbolique, quoi. Un peu symbolique. Et donc, du coup, il n'y a pas d'enjeu économique, donc ils se font bouter du Mali. Et encore une fois, historiquement, le Mali de Modibo Keïta était déjà très anti-français, etc. Enfin, anti-français, en tout cas, pour la souveraineté, et donc contre les impérialismes, et notamment français. Ce qui n'était pas le cas de Léopold Sédar Senghor à l'époque. Donc, on voit très bien les jeux d'alliance. Et puis au Burkina Faso, c'est pareil. Il y a des intérêts, il y a très peu d'intérêts économiques. Aujourd'hui, les mines d'or qui sont exploitées, la plupart c'est des Canadiens qui les exploitent, et donc c'est pas des Français. Mais il y avait cette fameuse opération Sabre qui persistait au Burkina. Et on a vu d'ailleurs les manifestations, elles ne se sont pas dirigées vers l'opération Sabre, elles se sont dirigées directement vers l'ambassade. Parce que l'ambassade de France, finalement, représente quelque chose. Elle représente finalement une pérennité, une perpétuation du pouvoir colonial. Et donc, du coup, les gens, quand ils ont un truc contre la France, ils vont envoyer des cailloux sur l'ambassade de France. Donc économiquement, ils n'avaient pas trop d'intérêt sur ces pays. Et encore une fois, des pays qui, historiquement, avaient d'ailleurs rompu avec la France. D'ailleurs, tu parles des attaques contre les ambassades, et tu consacres une partie justement sur la sécurité des ambassades, et même la volonté aussi de déplacer probablement les ambassades à l'extérieur de la ville. Alors, c'est pas une volonté, c'est une réflexion. Ouais, c'est une réflexion. Ouais. Et
enfin, qu'est-ce qui explique justement cette réflexion de plus en plus sécuritaire sur ces questions des ambassades, et est-ce que... Il y a deux raisons. La première raison, c'est que au sortir des indépendances, en 1960, enfin même un peu avant, en 1958, quand ils réfléchissent à l'implantation des ambassades et des résidences de France, il n'y a pas d'ambassadeurs, il n'y a pas dans ces pays. En fait, on a des ambassadeurs partout dans le monde, mais il n'y a pas d'ambassadeurs dans ces pays qui sont des pays colonisés. Et pourtant, là, tu dis que, aujourd'hui, c'est un tiers de la chancellerie. C'est ce que je vais venir. Ouais. En fait, par contre, ils sont ultra présents puisque c'est des colonies. Et donc, on construit en fait un réseau d'ambassades et d'ambassadeurs. Et à ce moment-là, dans les pays, je parle colonisés, globalement, tu as raison, c'est 46 ou 48 ambassades de France en Afrique, sur 54 pays, donc quasiment une ambassade par pays. C'est un tiers des ambassades de France dans le monde. Donc en fait, c'est le réseau le plus important diplomatique en Afrique, c'est la France. Mais quand ils donnent entre guillemets l'indépendance à ces pays, ils s'implantent, ils construisent des ambassades, etc., etc. Et la première réflexion qu'on voit dans les archives, c'est pas très loin, finalement, faut pas s'implanter très loin des palais présidentiels. Les palais présidentiels, c'est quoi ? Ce sont des bâtiments qui étaient en fait les palais de gouverneurs. Donc en fait, on rend au pays des palais de gouverneurs à des présidents qui ensuite s'installent dans ces palais. Donc en fait, ils s'installent, moi j'ai fait un petit calcul assez drôle sur plusieurs pays d'Afrique de l'Ouest et d'Afrique centrale, et en grosso modo, ça ne dépasse pas 2 km. On est plutôt même autour de 800 à 1200 mètres, la distance entre le palais du présidentiel africain et l'ambassade de France. Donc c'est très symptomatique, c'est-à-dire qu'en fait, on part mais on reste. On reste et on veut être visible. C'est-à-dire que le pouvoir, il est certes transféré aux Africains, mais d'abord il appartient aux Français. Ça me fait penser vraiment à la phrase de Focard que tu mets dans le livre, qui est non mais on part pas en réalité. Genre, on va continuer d'être exactement. En fait, c'est partir sans partir, quoi. Officiellement, de manière surfacique, la France rend l'indépendance. Mais la France est d'abord reste présente et a le pouvoir. Et cette question de l'architecture est intéressante puisque je l'aborde dans mon bouquin qui paraît une question un peu anodine finalement quelque part quand on parle des architectures des ambassades de France. Elle s'impose à tous les pays d'empire, c'est-à-dire de l'Angleterre à l'Allemagne, etc. C'est-à-dire, en fait, c'est comment on impose, ou en tout cas on fait voir notre puissance à travers notre architecture. Et donc, en 1960, on aurait pu se dire c'est bon, quoi, on sort des empires, ça va, on n'est plus au 19e siècle. Et tout. Mais non, en fait, ils abordent la question de la même manière. Et donc, ils construisent des choses grandiloquentes, assez grosses, voilà. Jusqu'à, perpétuer une tradition qui existe encore aujourd'hui, qui est la tradition du 14 juillet. Voilà. Et donc, je raconte que dans les archives sur la construction de la résidence de France à Dakar, l'obsession finalement du premier ambassadeur, c'est-à-dire officiellement, au niveau de sa nomination, Étienne de Bois-Lambert, à Dakar en 1960, son obsession c'est finir la résidence pour pouvoir faire le 14 juillet et inviter Léopold Sédar Senghor au 14 juillet. Voilà, le 14 juillet qui n'est ni plus ni moins qu'un grand symbole français. Et ce qui est drôle, c'est que tu fais le grand écart, 1961 je crois, au final. Et donc il dit, je suis satisfait, j'ai reçu les travaux et j'ai reçu Léopold Sédar Senghor le 14 juillet à l'ambassade de France, magnifique. Et puis en fait, je montre qu'en Côte d'Ivoire, il y a encore quelques années, Alassane Ouattara, président de la Côte d'Ivoire, vient à la résidence de France pour le 14 juillet. On est vraiment dans une continuité, une perpétuation finalement des symboles. Mais même il me semble que par exemple, Paul Biya a fait ses études à Paris et tout. Enfin, quand on fait aussi le rapprochement, il y a vraiment une proximité des dirigeants en fait, avec même des établissements. Des dirigeants actuels qui perdurent, quoi. C'est ça. Oui, les Bongo en Côte d'Ivoire, au Gabon, Alassane Ouattara, bien sûr, mais Alassane Ouattara, c'est quand même extraordinaire parce que il était opposant à Gbagbo, il était
mais soutenu par la France. Enfin, voilà. Jusqu'à loger pendant 3 mois, sauvé de la vindicte populaire par l'ambassadeur de France. Et comme tu dis, pour préparer son retour, quoi. Et finalement, qui revient et qui est président avec l'aide de la France, parce que c'est finalement la France qui fait tomber Laurent Gbagbo. Vraiment, on est dans quelque chose d'assez extraordinaire où on pense que finalement le pouvoir français se comporte en Afrique comme il se comporterait en Amérique du Sud, en Amérique du Nord ou en Asie. Et en fait, pas du tout. Il y a de l'ingérence tout le temps. Et les ambassadeurs et les ambassades sont ce symbole, sont quelque part la petite pièce, la dernière pièce finalement de cette mécanique. C'est à eux d'appliquer finalement une certaine politique. Et effectivement, je commence quasiment le bouquin avec ça, avec cette histoire d'Alassane Ouattara qui vient à l'enterrement d'un ancien diplomate en Côte d'Ivoire. Et cette vidéo, elle est extraordinaire. On la trouve presque pas. Enfin, moi je l'ai, mais quand il lit, il a de l'émotion. Enfin, il y a quelque chose d'assez. Quelque part, c'est touchant. Mais puis encore une fois, on se met à la place de la famille qui enterre un père, un mari, etc. Mais quand même, ce qui se passe, c'est qu'il vient dans un village de 200 habitants où personne ne le connaît. Il y a des cartes du corps qui arrivent de partout, etc. C'est un président de la République qui vient rendre hommage à un diplomate qui a passé juste 2 ans, même pas 1 an et demi, je crois, dans son pays. Ça montre la force, quoi. Oui, ça montre. Souvent, on parle quand tu discutes, que tu vas sur place, etc. On te parle de proconsuls. On te dit les ambassadeurs de France, c'est des proconsuls. Donc en fait, ils sont plus importants que les ministres. Tu parlais tout à l'heure, t'as commencé à parler un peu des visas. Et il y a vraiment la 4e partie de ton ouvrage, c'est vraiment, tu commences à mener vraiment une enquête approfondie sur justement cette privatisation des visas. Comment expliquer justement cette transformation, ce basculement entre l'État français qui attribuait justement les visas vers des entreprises comme TSF Global, et ce qui est quand même assez inquiétant, et ça revient un peu à l'entretien que j'avais fait avec Louis Humbert, où on voit qu'il y a vraiment un changement dans le processus d'attribution des visas, ou de l'accueil des migrants, de l'accueil des personnes qui souhaitent venir en France, avec les hotspots, avec justement cette privatisation de plus en plus excessive. Comment expliquer justement ce basculement en fait ? Alors, je ne sais pas si je peux l'expliquer, en tout cas je peux le situer. Ok. C'est-à-dire qu'en fait, alors d'ailleurs j'ai eu pas mal de questions, mais pourquoi d'un seul coup avoir toute une partie sur les visas dans votre livre ? C'est vrai que ça paraît un peu incongru. Là, je sors du champ politique, d'un seul coup, je m'intéresse à quelque chose de très pragmatique, qui est la délivrance de visa. La première chose, c'est que, quand je réponds à ça, c'est que, en fait, la délivrance des visas, c'est vraiment un point de contact très direct entre la diplomatie française et les gens du pays dans lequel ils sont. C'est-à-dire qu'en fait, moi, ce qui m'intéressait encore une fois, c'était la diplomatie par le bas. Je voulais voir, etc. Et donc, du coup, le consulat où on délivre les visas, c'est vraiment le lieu où étaient en contact les Africains, en tout cas pour la partie qui m'intéresse, mais c'est pareil en Asie ou en Amérique du Sud, qui sont en contact avec des diplomates français. C'est-à-dire que vraiment, on a vraiment un contact direct. Et donc, à partir du moment où je me suis intéressé à ça, je me suis rendu compte qu'il y avait en fait une idée, ou en tout cas une interrogation depuis longtemps des consulats. C'était comment on fait pour faire le ménage devant nos consulats. Parce qu'en fait, il y a du monde, les gens font la queue, etc. Et c'est pas très, pour eux, en tout cas de leur point de vue, c'est pas très glorieux. Bon. Et le côté privatisé, bah, du coup, c'est le moyen de finalement reculer ce contact direct avec les gens qui... Et alors en Afrique, c'est particulier parce que on a quand même, ils le disent eux-mêmes, une relation d'histoire, une relation d'amour, etc. Et ils décident quand même de reculer au plus possible leur contact. Pas s'en occuper, quoi. Et de pas s'en occuper. Et même, je dirais même plus, pas s'en occuper, mais si possible, même mettre des barrières successives. Donc, tu as la première barrière qui est géographique,
comment je viens en France, etc. On connaît tous les drames avec la Méditerranée. Et puis tu as une barrière finalement politique, ou en tout cas économique. Et donc on va commencer à mettre des choses dans les conditions, dans les conditionnalités pour avoir un visa, c'est-à-dire avoir tant d'argent, pouvoir vivre en France pour tant de temps, enfin des choses assez incroyables qui n'existent pas dans d'autres pays. Et puis à un moment donné, ça suffit pas. Donc du coup, en mettant une société intermédiaire, c'est encore mieux. C'est-à-dire qu'en fait, on met un écran supplémentaire, tu vois. Et là, donc ça, c'est la question un peu sociale. C'est-à-dire pourquoi, voilà. Et ensuite, il y a une question économique. C'est que le visa est le seul service qui fait rentrer de l'argent au ministère des Affaires étrangères. Tout le reste, le ministère des Affaires étrangères, ce n'est que de la dépense pour pour faire de l'influence, etc. Mais la question des visas fait rentrer de l'argent. Et donc, faire rentrer de l'argent, mais avant que ce soit privatisé, avec de la dépense, c'est-à-dire des salariés qui étaient là, qui regardaient les dossiers, etc. Et puis là, hop, on privatise et on choisit, magnifique, pas comme les Anglais, je vais revenir après en 2 secondes, mais on choisit de faire peser le coût de ces sociétés aux demandeurs. Donc on fait finalement une pierre deux coups. Avec ces sociétés prestataires, d'une part, on ajoute un écran, c'est-à-dire qu'on ne peut plus se retourner vers le consulat, mais on se retourne vers cette société qui dit c'est le consulat qui décide, enfin voilà, grosso modo, il ne sait plus où se retourner. Et en plus, on gagne de l'argent. Magnifique. Donc finalement, ils ont fait une pierre deux coups avec ça. Les Anglais, ils ont fait différemment. Les Anglais, eux, ils font un appel d'offres au niveau national, c'est-à-dire international même. Ils disent, voilà, nos consulats dans le monde vont utiliser une société, et c'est le ministère des Affaires étrangères qui va payer la société pour un service. La France a dit non. Elle dit, ce sera ambassade par ambassade, et elle décide de faire payer les services aux demandeurs. Donc évidemment, le prix du visa qui a, jusqu'en 2020, je crois, était 60 € pour le prix visa Schengen, qui est maintenant passé à 80. On lui rajoute les prix de dossiers de ces entreprises, et globalement ça double à peu près donc, le salaire moyen dans la plupart des pays c'est 50 €, hein. 50 à 100 € à peu près. Il faut économiser. Donc voilà, ne serait-ce que pour faire une demande de visa aujourd'hui, c'est quasiment 1 à 2 salaires par mois, enfin mensuels, pour faire une demande. Donc voilà, et puis ces entreprises ont prospéré, ont gagné beaucoup d'argent, elles ont gagné beaucoup d'argent sur le dos des demandeurs, et donc le dos des plus pauvres, il faut juste le préciser. Elles sont milliardaires, enfin voilà, je le raconte dans mon livre, et elles sont même décorées par la France, c'est-à-dire les patrons, bravo, etc., pour votre service rendu. Voilà. Donc c'est un arrangement, si tu veux, politique, d'une part, enfin, en tout cas, c'est un arrangement qui sert une problématique politique et qui, en plus, rapporte de l'argent. Et qui enlève du coup une charge pour les ambassades, ils disent maintenant c'est plus... Ça gagne, et ben, du coup ils enlèvent des gens et donc du coup ils gagnent de l'argent. C'est-à-dire que je rentre là-dedans aussi la charge, du temps de travail, si tu veux. Mais du coup ça a posé aussi des problèmes aussi, des problématiques aussi, par exemple avec Louis Humbert on avait parlé aussi du traçage des migrants. Des données personnelles, etc. Ouais. Et ça pose aussi d'autres problématiques aussi. Quelqu'un qui souhaite venir en France, etc., qui a tout intérêt à venir en France parce qu'il a sa famille, ou tout simplement pour trouver un travail, pour avoir une autre vie. Ou simplement faire des études de qualité, voilà, de haut vol, etc. Et ça pose aussi des problématiques de données personnelles, de traçage en fait. Ah bah non seulement c'est une problématique, mais en plus c'est très flou. C'est-à-dire que c'est très... aujourd'hui, donc ça c'est la dernière partie vraiment, et j'ai pas pu aller tellement plus loin dans mon enquête parce que évidemment ils répondent pas, ou ils répondent par des communiqués très laconiques. On gère bien. Voilà. Mais en gros, ces entreprises savent tout de toi. Tu arrives, ils ont tes empreintes digitales, tes coordonnées bancaires, ta carte, si t'as une carte bleue, ta carte bleue, ton adresse, ton visage, bien sûr, donc le facial. Bref, ils ont tout de toi. Eux disent... ce n'est que provisoire, on transfère ensuite directement au serveur français France Visa. Ce qui pose déjà aussi un problème. Ça fait fou, comme ça. Bah, et puis ça fait un changement, France Visa, qu'est-ce qu'ils en font ? Bon, voilà.
Ça, c'est une question que j'aborde pas parce que j'ai pas pu enquêter dessus. J'ai demandé plusieurs fois. J'ai fait un certain nombre de demandes de reportage à France Visa à Nantes en disant, moi, je veux voir ce centre. C'est là où sont stockées, a priori, toutes les données des demandeurs de visa. Donc, moi, je vais y aller. C'est quand même, hallucinant. C'est un service, c'est public. Je veux dire, c'est l'argent public. Ça devrait être accessible. Et ça concerne des milliers de personnes chaque année. Ah, des millions. Ouais. Des millions de personnes, parce que les demandeurs africains, c'est 4 millions, mais sur le monde, c'est 8 millions. Donc, en fait, et on m'a jamais autorisé à aller voir France Visa. Donc là, à Nantes, il y a une structure qui s'appelle France Visa, avec des serveurs immenses qui stockent les données personnelles des gens. Bon, ça, c'est l'affaire de la France. Elle veut stocker les données personnelles de ceux qui viennent chez eux. Chez lui, ok. Mais il y a ces sociétés intermédiaires au milieu qui se vantent. Vous allez sur le site internet de VFS Global, qui est donc le plus gros prestataire de visa dans le monde, et qui tous les jours met à jour son compteur en disant nous en sommes à 800 millions d'enregistrements, etc., etc. C'est 800 millions, 1 milliard de données personnelles. Empreinte digitale, le visage, l'adresse, et on sait que c'est une mine les d'or, comptes bancaires. Ouais. C'est une mine d'or. On sait qu'aujourd'hui, la plupart des entreprises dans le monde font du business avec ces données personnelles. Facebook et compagnie. Ouais. Bien sûr, les GAFAM, etc. On sait que c'est ça leur richesse, en fait. Et eux te disent, on garde pas. Mais qui va voir s'ils gardent pas? J'ai demandé à la France. La France, elle dit, en fait, on n'a pas les moyens d'avoir un audit. Donc au final, ils sont censés, c'est dans le contrat, ils sont censés faire 2 audits par an, notamment pour vérifier les serveurs. Et ils le font pas en disant qu'ils n'ont pas les gens compétents pour le faire. Donc au final, ils n'ont jamais été. Voilà. Et quand tu discutes avec des gens de la sécurité, tu vas dans des grands salons, tu sais, le Millipol, par exemple, à Paris, truc de l'armée, enfin, de la défense, etc. Bon, bref, tu discutes avec des professionnels, tu te fais passer pour un touriste, et puis tu discutes avec des professionnels, ils te disent, mais en fait, voilà, en fait, les mecs, ils te disent, ouais, bon, les portes dérobées pour récupérer les données, enfin, voilà. En fait, clairement, leur richesse, elle est là. Et, je vais finir là-dessus, c'est que j'étais là, je dis, finalement, je suis dans un cul-de-sac, personne veut me parler, je me dis, voilà, je ne peux que supposer que ces données personnelles peuvent avoir un intérêt financier. Et en fait, en Afrique du Sud, alors il y a 2 choses. D'abord, je tombe sur un truc sur l'Afrique du Sud. Et en Afrique du Sud, VFS Global est présent. Et en Afrique du Sud, ils utilisent justement ces données pour tracer les migrants. Donc ça, là, c'est vraiment ce qui est envisagé, même avec la loi Asile-Immigration, la nouvelle monture. Possiblement. Ouais. En tout cas, ces sociétés sont techniquement en capacité de le faire. Et elles anticipent évidemment leur business. Et donc, ce que je raconte, c'est que le patron de VFS Global, dans une interview à un journal indien, parce qu'il est indien d'origine, il dit qu'ils sont en capacité... comment il dit ça? Il tourne ça un peu de manière... en capacité de répondre aux nouvelles demandes potentielles. Bon, bref, en Afrique du Sud... Ils voient vraiment ça comme une entreprise, comme un... En Afrique du Sud, ils le font. Et moi, toutes les réponses que j'ai eues, c'est nous répondons aux normes de chaque pays. Et effectivement, je me suis fait passer pour un RD congolais qui va en Chine. Et effectivement, les normes ne sont pas les mêmes. C'est quand même assez fou. Mais c'est incroyable qu'il n'y ait pas eu d'audit, qu'il n'y ait pas eu de questionnement autour de ça, même au sein de l'Assemblée nationale, quelqu'un qui se saisisse en tout cas. Il y a la CNIL. Okay. La CNIL, à un moment donné, a voulu s'intéresser à la question. Mais eux-mêmes n'ont pas les moyens. C'est-à-dire que c'est tellement énorme. Ils n'ont pas les moyens. Mais ils ont alerté. Je l'écris, c'est-à-dire qu'ils ont fait une première lettre en alertant que les conditions de sécurité étaient quand même pas, qu'il faudrait empêcher les ports USB, enfin des trucs très, très techniques, d'avoir des ports USB derrière, enfin voilà, pour éviter la fuite de données, etc. Et puis 1 an après, tout va bien. Mais tenez, elle continue de transiter sur des serveurs qui sont décentralisés, etc. Voilà. Et tout le monde est filmé. D'ailleurs, il y a eu une affaire encore très récente au Maroc, qui va dans le sens, on m'a beaucoup appelé pour ça. Au Maroc, il y a un des prestataires français, TLS, qui a été condamné. Parce qu'en fait, ils se sont rendus compte que tout ce qui était toutes les caméras qui filment les gens, etc., étaient gardées, sauvegardées, et faisaient l'objet de transactions. Ils ont été condamnés au Maroc. Donc en fait, c'est quasiment
un sujet qui n'en est pas un, mais qui devrait en être un. Surtout quand on voit après avec d'autres scandales comme Cambridge Analytica, Bien sûr. Enfin, ce qui a pu se passer ces Bien dernières sûr. années, où c'est vraiment des scandales qui sont planétaires. Les fuites de données, bien Mhm. sûr. Mais je pense que ça arrange l'État français. Se dire, ils ont tout sur leur serveur. Le migrant africain qui vient, l'étudiant africain qui vient, on va bien vérifier si après ses études, il repart. Et Ouais. s'il repart pas, il aura un drone qui arrivera et qui lui dira vous n'êtes pas parti. Et encore déjà, faudrait qu'ils viennent parce qu'il y a les qui sont des 3000 € et tout. Oui, maintenant. et puis je donne. Oui, puis même dans la politique, hein, c'est une politique qui ne dit pas son nom, parce qu'évidemment, j'ai retrouvé aucune trace écrite, mais dans les chiffres, c'est assez éloquent. Un étudiant chinois, enfin, les étudiants chinois, c'est 8% de refus en Chine. En Afrique, en moyenne, c'est 34% ou 33%. Voilà. Et certains pays, c'est 50%. C'est démesuré comparé. Donc on est dans une politique claire d'empêcher les Africains de venir. J'avais une dernière question, Michael, par rapport parce que dans ton ouvrage, il y a aussi un aspect qui est intriguant, c'est aussi un peu cette montée des tensions, notamment au sein du Quai d'Orsay, qui notamment tu conclus avec ça, avec le fait que justement en supprimant l'ENA, en transformant l'ENA, Emmanuel Macron dissout le corps diplomatique. Est-ce que ça marque aussi peut-être quelque chose, un autre rapport dans les relations entre la France et l'Afrique, cette suppression du corps diplomatique, parce que ça aussi, ça soulève des tensions avec le Quai d'Orsay, avec les diplomates qui se trouvent là-bas. En tout cas, moi je pose la question. Donc c'est en conclusion du livre, effectivement je pose la question, je dis, bon, ok, j'ai raconté toutes mes anecdotes, il est bien gentil le journaliste. Ça, il a enquêté, il soulève quelque chose quand même qui est un peu salaud, dégueulasse, voire systémique. Mais pourquoi ? J'ai pas vraiment... Enfin, évidemment, j'explique quand même cet héritage colonial. Mais aujourd'hui... Mais ça fait qu'il y a beaucoup d'éléments en plus. Voilà. Mais aujourd'hui, 62 ans après... et puis, je suis tombé vraiment par hasard sur cette étude d'un... Je pense même qu'il était stagiaire, j'en sais rien. D'un mec de Sciences Po qui a fait une petite étude sur le profil des ambassadeurs, en fait. Et donc, il dit, le profil des ambassadeurs, voilà. Il s'appelle Jean-Jacques, il est blanc, il a 52 ans, il a fait l'ENA. Voilà. Grosso modo, c'est ça. Et donc, je dis, il y a quand même peut-être un problème aussi. C'est-à-dire que la question du profil des ambassadeurs, des gens qui nous représentent, finalement, ne représentent pas vraiment une société. En tout cas, ils ne sont pas représentatifs de la société française. Et donc, quand j'ai vu alors, c'était au moment où le livre n'était pas encore sorti, mais il allait sortir, et je vois cette dissolution, soi-disant, du corps diplomatique. Et je dis, ouais, carrément, allons-y, foutons un grand coup de pied dans la fourmilière et changeons les choses, quoi. Mais en fait, il a rien changé. Tout ce qu'il a fait, c'est juste de dire, maintenant, quand tu fais l'ENA mais que tu te diriges pas vers la diplomatie, tu peux ensuite revenir dans la diplomatie, enfin bref, il ouvre des portes. Mais globalement... C'est du pantouflage au sein de la fonction publique. Non, en fait, en réalité, il a rien changé. C'est-à-dire que je pense que on en reparle dans 10 ans, on se donne rendez-vous dans 10 ans. Je pense que le profil de l'ambassadeur sera à peu près le même. Il y aura peut-être un peu plus de diversité, entre guillemets, dans les profils, mais globalement, on va se retrouver toujours avec les mêmes. En fait, je pense cette loi était plutôt pour faciliter, d'ailleurs on l'a vu derrière, parce qu'il a nommé beaucoup de gens proches de lui, Macron, donc je pense que c'était plutôt une réforme pour lui permettre de remercier un certain nombre de gens autour de lui qui n'étaient pas du tout dans le truc. Mais donc évidemment, les diplomates se sont dit le corps diplomatique c'est fini, etc. Bon, c'était la première fois qu'ils réellement ils se sont mis en grève, quoi. Ils se sont manifestés, c'était magnifique. C'était assez, magnifique. Et je sais pas si on grève pour la retraite, mais en tout cas, on les voit pas souvent. On les voit pas trop. Ouais. Non, pour défendre leurs privilèges, c'est clair. On est dans un système. Moi, je veux pas trop m'étendre là-dessus, mais on est quand même néanmoins. Alors, j'adore cette phrase d'un ambassadeur que j'interroge et que j'ai fait tomber d'ailleurs, donc il m'en voulait pas trop quand même. Je l'ai fait un peu tomber, etc. Mais il voulait me rencontrer. Et donc donc quand on se voit, il me dit rendez-vous dans tel café, un café corse dans Paris. Et il me dit je dis ça. J'espère que je vais pas me faire dessouder.
Et on devait se parler tous les deux suite à une affaire que j'avais sortie qui l'avait mis à mal. Et donc, en fait, il arrive avec sa femme. Alors, déjà, je me dis, bon. Et j'avais, je peux te dire, j'avais un dossier énorme sur sa femme. Donc, je savais à peu près toute sa femme. Mais je l'ai jamais sorti, c'est leur vie privée, ça ne me regarde pas. Donc, quelque part, mais je dis quand même, il est gonflé, il vient avec sa femme et tout. Donc lui était persuadé d'avoir été la victime d'un complot interne au Quai d'Orsay, etc. Donc il voulait, en fait, au final, il voulait connaître ma source. Donc je lui dis, bah non, ça sera pas la source. Et puis sa femme insistait. Et pendant ce temps-là, elle buvait beaucoup de vin. Bref, à la fin de la discussion, elle était saoule, quoi. Et là, à un moment donné, ça m'a énervé. J'ai regardé et j'ai dit, écoutez, vous m'agacez. Soit on parle clairement des choses, soit on est là, vous voulez juste savoir quelle est ma source. Et je regarde sa femme et je lui dis, écoutez, madame, avec tout le respect que j'ai pour vous, j'ai beaucoup de choses sur vous et je les ai pas sorties, ça m'intéresse pas. C'est votre vie privée. Elle était outrée. Mais comment ça se fait? Et je lui dis, mais madame, vous êtes quand même la femme d'un ambassadeur qui travaille dans une ambassade, qui est au contact d'un certain nombre de gens. Vous n'avez pas une fonction officielle, parce qu'il n'y a pas de fonction officielle pour la femme d'ambassadeur, mais vous êtes mariée à quelqu'un qui a une fonction officielle, etc. Et lui me sort ça, tout ça pour en arriver là. Il me sort ça, il me dit, oh, vous savez, nous ne sommes que des petits fonctionnaires. Et là, je l'ai regardé, j'ai fait, bah non, non, vous êtes des hauts fonctionnaires, déjà. C'est déjà votre titre. Voilà, exactement. Et vous représentez rien de moins que la France. Donc, voilà. Donc voilà, le mec, comment il a voulu dédramatiser les choses en disant, je ne suis qu'un petit fonctionnaire. Ben non. Voilà. Et je pense que les auditeurs, justement, en lisant les ambassades de la France-Afrique, verront que n'en est rien. C'est pas des petits, non, fonctionnaires. Pas du tout. Et surtout pas dans les anciennes colonies françaises. Merci beaucoup, Michael. Merci beaucoup, Samuel.